la chanteuse, c'est à la fois comment dire, une femme dont la fréquentation amène du prestige. C'est lié à une espèce de culture élitiste, et en même temps, c'est un objet érotique. C'est-à-dire, voilà, c'est la femme à séduire. C'est un peu c'est la maîtresse. Et on apprend un peu plus tard qu'effectivement, elle a été la maîtresse d'un des personnages de Han, et que la jeune fille que l'on voit, qui est présentée comme sa sœur, est en fait la fille cachée de Han. J'aurais aimé voir avec vous, Paul, quelque chose d'intéressant. On a vu souvent dans Histoire en série que, surtout quand on a une série historique, elle est le produit d'une époque. C'est-à-dire qu'en fait, elle montre quelque chose qui s'est passé avec un regard, j'allais dire, actuel. Et ça, dans cette série, c'est intéressant parce que vous l'avez très bien présenté. On a la base qui est le roman, qui est issu des années 90, où on voit bien que l'auteur est nostalgique. On en a parlé d'une période et d'une culture aussi qui était beaucoup plus mixte finalement. Vous l'avez évoqué avec nous encore à l'instant. Et puis, on a un tournage qui se fait à la fin des années 2010 avec une société indienne qui voit une montée, j'allais dire, populiste, ethnique, de plus en plus important. Et donc, finalement, on se retrouve avec notamment une forte marginalisation des musulmans en Inde. Alors ça, justement, comment la série arrive à faire l'équilibre avec tout ça? Alors justement, c'est quelque chose qui est effectivement tout à fait central, c'est cette imbrication des points de vue et ce côté presque anachronique, puisque via le roman 93 et Vikram VII qui relie 1951-52 à travers le prisme des années 90, 92, enfin, un des événements tout à fait tragiques, c'est 92, la démolition d'une mosquée en Inde par des fanatiques du parti d'extrême droite, le BJP, enfin une de ses branches, des fanatiques hindous qui ont démoli une mosquée sous prétexte qu'elle était sur les ruines, ou déjà qu'elle avait remplacé le temple, un temple de Rama. Donc c'est un enjeu, c'est quelque chose espèce de tension ethnique qui s'était, comment on va dire, focalisée sur ce point euh, précis d'héritage, de captation du passé, de réécriture de l'histoire. Et les hindous, ce parti extrémiste finalement eu raison. Donc, non seulement là, il y avait une émeute, il y avait toute une campagne dans les années 90-92 absolument hallucinante, où les gens ils ont acheté une brique, voilà, pour construire le temple de Rama à la place de cette mosquée. Les gens venaient avec une brique et on rasait cette mosquée et on construit le temple comme ça. C'était absolument extraordinaire. Donc, le roman est écrit voilà, à cette époque. C'est le début des émeutes. Il n'y a pas encore les grands pogroms des années 2000, mais ensuite la série, elle arrive, donc comme vous disiez, 2019, 2020, enfin plutôt 18-19, effectivement. Et là, on est en plein, c'est ce qu'on appelle l'Inde de Modi. Puis il y a un terme qui est utilisé par un politologue français qui s'appelle Christophe Jaffrelot, et qui emprunte ce terme. Il dit, voilà, c'est la démocratie ethnique. C'est-à-dire, on est dans une démocratie, les institutions démocratiques fonctionnent, séparation des pouvoirs, élections régulières, etc. Il n'y a pas de coup d'État, mais ça se fait au bénéfice d'un groupe religieux avec une identité forte qui marginalise, voilà, dans le cas précis, qui marginalise les musulmans. Donc, il y a ce double prisme. Et effectivement, c'est très sensible, c'est tout à fait prégnant, tout à fait central. Cette question de la marginalisation, de la violence qui est faite à l'égard des musulmans. C'est-à-dire qu'il y a une réécriture du récit national, une réécriture de l'histoire indienne, et c'est ce qu'on appelle une idéologie hindoutva. C'est l'idéologie de l'hindouité, littéralement, c'est-à-dire qu'on est les fils du sol, mais on est hindou. Un Indien ne peut être qu'hindou, et tous les autres minorités religieuses ou ethniques, soit comment dire, se fondent
par exemple, tous les chrétiens, les sikhs, les juifs, etc., se fondent dans l'hindouité parce qu'au fond, en gros, un sikh, c'est un hindou qui s'ignore, un chrétien, bah, Jésus devait être hindou, etc. Mais les musulmans, non. Le musulman ne peut pas s'intégrer euh, dans le tissu national, dans le corps de l'Inde pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un descendant d'envahisseurs, c'est un descendant des Moghols, et deuxièmement, c'est un Pakistanais. Il est musulman, donc il a une allégeance, son allégeance va vers le Pakistan. Alors, pour le Pakistan. Donc, bien évidemment, c'est une réécriture totalement erronée de l'histoire. Ça ne tient pas en compte le fait que comment dire, la population musulmane en Inde, elle est extrêmement variée, d'origines diverses. Ça peut être des descendants d'intouchables qui se sont convertis. C'est sans tenir compte de la différence entre les sunnites et les chiites. Au passage, Saïda Baye, on voit elle est chiite et soufie, visiblement. Et comme je vous ai dit, soufisme et hindouisme, parfois, voilà, c'est extrêmement poreux. Donc, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que le musulman, maintenant, c'est un problème, c'est un symptôme. Voilà, c'est vraiment l'objet, le mauvais objet, l'objet à expulser, l'objet douteux. Et c'est quelque chose de tout à fait grave qui se passe depuis quelques années en Inde. C'est que vraiment, on peut le dire, il y a plus qu'une marginalisation, il y a une persécution parfois des musulmans. Modi, quand il était Premier ministre du Maharashtra, Premier ministre d'un État, il en a fait c'est l'État autour de Bombay, à l'ouest, pour aller vite. Il était Premier ministre pendant les grands pogroms des années 2000. Et bon, on pense qu'il n'a peut-être pas été responsable de ces pogroms, mais au moins il savait, il a laissé faire. Et vraiment, cette prise de pouvoir par son parti, par le BJP, s'est faite en partie sur cette question du musulman et l'idée que le parti du Congrès, qui était au pouvoir depuis 1947 de façon quasi ininterrompue, le parti du Congrès, c'est le parti des musulmans. Ils ont laissé trop faire, et le parti du Pakistan, le parti de l'ennemi. Donc vraiment, c'est quelque chose que l'on retrouve dans cette série et aussi dans d'autres séries d'ailleurs et dans d'autres romans indiens depuis les années 2000, on va dire, depuis une quinzaine d'années, vingtaine d'années. C'est vraiment une question tout à fait centrale. Cette montée on va dire, l'intégrisme et le nationalisme hindou, exclusif, raciste, bigot, au sens anglais, bigot, intolérant, et voilà, et le fait que le musulman, ça soit l'ennemi. Et donc, voilà, il y a une des scènes quand l'émeute l'émeute autour de la mosquée, c'est vraiment le rappel de ce qui s'était passé en 92, la Babri Masjid, la mosquée de Babri, donc, ce que je disais, qui avait été démolie par des nationalistes racistes, on va dire, hindous. Et est-ce que de vous qui connaissez bien, Paul, la société indienne, est-ce qu'on voit aussi, parce vous avez parlé des castes en disant que l'action se situait autour de familles plutôt de haute caste. Alors justement, est-ce qu'on voit bien toute la société ou est-ce que dans la série, ou est-ce qu'on est concentré sur les intrigues autour de ces castes-là? Est-ce que là aussi, on n'a pas finalement une série qui ne présente l'Inde qu'à travers, vue du haut, j'allais dire? Oui, tout à fait. C'est absolument le parti pris du roman. Et la série est fidèle. Oui, c'est les castes possédantes, on va dire dominantes. Je pense que voyons, Mera, ils sont Shudra, c'est-à-dire ils doivent être, c'est les castes de marchands, de banquiers. En fait, la question des castes, c'est assez, comment dire, c'est assez complexe en Inde. C'est pas parce qu'on est Shudra qu'on est forcément de classe moyenne. On peut être très riche et être de classe Shudra. Euh, non, mais bon, en gros, c'est vu très clairement des castes et des classes de dominants. Oui, on ne voit pas du tout, enfin, sauf les musulmans qu'on voit, ce sont pareil, Khan, c'est quelqu'un de la haute bourgeoisie éduquée.
On voit très peu si on voit un peu la campagne, on voit un peu les paysans. Mais oui, c'est le parti pris, c'est de la haute société, que ce soit des castes de marchands ou castes de brahmanes, c'est vu du haut, oui, tout à fait. On ne voit pas du tout les intouchables, on ne voit pas les musulmans pauvres, parce que aussi chez les musulmans, il y a une reproduction plus ou moins des castes, même un petit peu au Pakistan, même si c'est dissimulé sous euh, comment dire, le langage euh, des clans plutôt, mais on retrouve un peu dans toute l'Inde cette division de classes et de castes. Mais c'est vrai, c'est vu du haut. Mais c'est un parti pris. C'est aussi lié au fait que ce sont des anglophones. Les filles sont éduquées. Lata va à l'université. Voilà, c'est ce qui est en 1951, ce qui est pas quelque chose qui était donné à toutes les familles, bien évidemment. Ben, vous me préparez la prochaine question, Paul. Justement, j'allais vous dire qu'est-ce qu'on voit, puisque notre podcast est partenaire de l'association Mnémosine qui promeut une histoire genrée. Qu'est-ce qu'on voit sur les femmes à travers la série? Est-ce que là aussi, c'est intéressant de pouvoir dire, comme vous venez de le dire autour du personnage de Lata, qu'en Inde, dès l'après-Seconde Guerre mondiale, dès la partition, on a quand même, en tout cas dans les élites, des jeunes filles qui vont à l'université et qui sont lettrées. Comment on voit cette place des femmes dans la série Suitable Boy, Paul? Ah, ben écoutez, c'est un petit peu, je dirais, il y a un prisme déformant, il y a un effet de loupe. Je ne sais pas si ça correspond vraiment à la réalité. Je pense que les traditions religieuses très conservatrices, très puritaines, prenaient quand même le pas sur la société, sur la réalité sociale. Mais je pense que d'une partie, l'héritage britannique a beaucoup compté, et c'est un peu la même chose au Pakistan. L'héritage britannique dans les universités, ce qu'on appelle les grammar schools, et pendant longtemps, il faut savoir, il y avait des enseignants britanniques ou australiens ou issus du Commonwealth qui continuaient à enseigner dans ces écoles, et toute l'élite envoyait les garçons et aussi les filles, mais c'était ultra minoritaire. Donc, on a un effet de loupe, mais ça concernait néanmoins une ultra-minorité de l'Inde des années 50. Néanmoins, ce que j'ai trouvé intéressant dans cette série, c'est effectivement ces portraits de femmes. Euh, le portrait de Lata, je trouve tout à fait, l'actrice est tout à fait intéressante, elle a une espèce d'intensité, elle est tout à fait, comment on va dire, moderne, mais c'est un peu, je ne sais pas si ça veut dire grand-chose, mais elle essaie de s'émanciper, on la voit tenter de faire des choix, et en contrepartie, il y a la figure de Saïda Bai, donc jouée par Tabou, qui est un peu, comme je disais, la star parmi les acteurs. Je trouve qu'on a une palette de personnages féminins tout à fait intéressants, et ces femmes qui essaient, l'idée, c'est, encore une fois, il y a ce décalage, ce côté un petit peu anachronique, mais je trouve intéressant pour une série indienne tourné par une indienne, même si c'est la diaspora, même si c'est écrit par un anglais, mais on essaie de montrer des femmes indiennes qui essaient de prendre leur destin en main, qui essaient d'écrire leur propre histoire. Et je trouve que c'est tout à fait intéressant, même si ça ne correspond pas vraiment à la réalité. Comme je vous disais, voilà, la réalité de l'Inde, c'est plutôt un retour à des vertus totalement puritaines, retour à une espèce de base sanskrit, c'est assez étroit ce qui se passe. Voilà, c'est pas trop, disons, l'émancipation des femmes, elle était avant tout dans les années 2000, 2010. On pouvait penser que c'était surtout une émancipation économique, et ça continue. Mais il y a quand même ce discours très conservateur, très puritain, et qui ne, ce dont on ne parle pas, c'est le sort des femmes euh, de classe à la campagne en particulier, qui n'ont absolument pas vos chapitres. On ne parle pas du sort épouvantable des filles en Inde, comment dire, des avortements sexo-spécifiques et toutes ces horreurs. On n'en parle pas. Mais voilà, donc on a une vision, je dirais, volontairement déformée, mais très intéressante
de ces femmes qui essaient voilà, de prendre un peu leur vie en main. Paul Verret, merci pour cette analyse de la série A Suitable Boy, donc on l'on retrouve sur Netflix. Nous étions dans l'épisode 107 d'Histoire en série et vous, comme tous les intervenants et intervenantes, vous avez proposé une bibliographie indicative qui doit permettre aux auditeurs qui voudraient aller plus loin de se renseigner là-dessus. Bibliographie que l'on trouve sur notre site internet histoireensérie.com à la page de l'émission. Et puis, pour celles et ceux qui voudraient retrouver le résumé de l'émission, rendez-vous sur le site de notre partenaire nonfiction.fr afin d'aller trouver les quelques lignes importantes de tout ce qu'a évoqué Paul avec vous aujourd'hui, et puis de pouvoir écouter le podcast sur YouTube et les grandes chaînes de podcast. Pour celles et ceux qui voudraient continuer la discussion avec nous, on rappelle qu'il y a notre fil Twitter qui est @histoiresérie, et puis vous pouvez nous retrouver sur Facebook, le groupe d'Histoire en série, où à chaque fois on annonce les prochaines parutions et puis on discute aussi autour des émissions passées, des discussions toujours très enrichissantes, et comme je pense qu'elle le sera autour de tous les thèmes qu'on a évoqués aujourd'hui avec Paul sur cette Inde, on va dire contemporaine, en tout cas depuis l'indépendance de 1947. Paul, il ne me reste plus qu'à vous remercier et puis à souhaiter peut-être que vous reveniez parmi nous évoquer d'autres séries indiennes, parce qu'on sait aujourd'hui, vous avez évoqué notamment Bollywood pour le cinéma, mais on sait qu'aujourd'hui, il y a une vraie production sérielle en Inde très très intéressante, et je compte sur vous, Paul, pour venir à nouveau présenter d'autres séries. Voilà, merci beaucoup et à bientôt. Merci beaucoup, Nicolas, c'était un plaisir. Et puis oui, à bientôt pour parler d'autres séries indiennes. Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques. Travel launches to clear. Such a beautiful planet populated by a strangely animals. And there's